Tout this company. Oui, donc bonsoir Oui, c'est bon. à vous tous. Bonsoir aussi à Dr. Jacques Vigne qui est maintenant à Paris et on lui souhaite un bon retour. C'est notre leçon numéro 170 déjà. Et je commence par une petite histoire que j'ai vécue. Et il y a, enfin, au moment de ces fêtes, plusieurs fois, le docteur Jacques Vigne a répété que souvent, on préfère une souffrance qu'on connaît à un bonheur qu'on ne connaît pas. J'ai vécu ça et c'était vraiment impressionnant. Durant les fêtes, j'ai demandé à une amie, une dame, qu'on visite quelques maisons de gens pauvres qui ont besoin d'être aidés. Et voilà, on y est allé à un endroit qui n'est pas trop loin à une dizaine de minutes de chez moi. Il y avait une femme, une dame qui avait une cinquantaine, entre 50 et 60 ans, et qui a une fille de 26 ans. Les deux sont bien éduqués. Et la fille, elle vient de finir une licence en droit, elle continue un DESS en droit. Et la dame, elle parle français, elle a fait des études de langue française. Bref, pour dire que c'est des gens éduqués. Mais ils vivent dans un état lamentable, une saleté, une désorganisation que je n'ai jamais vue dans toute ma vie. C'est-à-dire moi qui a vécu 3 ans en Inde et qui a vu toutes sortes de misères, je n'ai pas vu un endroit, une maison aussi sale et aussi désorganisée. Il y avait l'humidité partout, l'eau qui descend soit des toits, soit des murs, et c'était épouvantable, vraiment. Et même j'ai eu les larmes dans les yeux qu'il y a à côté de moi, à quelques, disons, minutes, un endroit aussi misérable et aussi sale que ça. Et on a Et passé, elles sont sans doute dans la dépression. Oui, oui. et la dame, Elle doit faire une dépression, oui. déjà, elle, cette dame, elle commence à avoir le Parkinson, euh, elle bouge tout le temps, et même j'ai posé la question à un spécialiste qui m'a dit, bah, dans l'humidité, une vie dans l'humidité, on peut, avec le temps, développer un Parkinson. Elle a aussi un problème dans les deux pieds, les orteils des pieds, à cause du diabète qu'elle a, il commence à. Donc, elle risque vraiment qu'on lui coupe quelques orteils, tellement c'est, disons, lamentable et c'est dangereux son état. Bref, même, on, est, on a passé une quinzaine de minutes. Quand je suis levé pour partir, j'ai demandé à cette dame, regardez s'il te plaît dans mon pantalon et du côté du dos, est-ce qu'il y a de l'eau tellement c'était humide. Elle m'a dit non. Donc, il y avait cette canapé très humide que j'ai eu l'impression même d'être presque inondé. Et même les cafards sautaient autour de moi. Moi qui avais l'intention après de faire un tour euh, en marche, je suis allé vite fait chez moi pour me changer. Et même euh, en, en enlevant mon tricot, il y a un cafard qui a sauté. J'ai jamais vu, même en Inde, C'est une la telle totale. saleté. Donc, et moi qui est un peu maniaque de propreté, même j'ai une obsession. J'ai passé plusieurs jours comme ça avec une inquiétude. Peut-être j'ai attrapé un virus de chez eux ou bien, je sais pas, une bactérie. Bref, Oui. j'ai appelé cette dame qui est allée avec moi en lui disant, ben, écoute, appelle-les suite à cette visite et tu lui dis, je vais faire de tout mon mieux, je vais faire des contacts. S'ils
Et si elles acceptent, ces deux dames, c'est-à-dire cette femme et sa fille, de déménager de cet endroit parce que ce n'est pas du tout viable. Il y a l'eau qui ruisselle de tous les côtés et puis une saleté, il y a des souris, un peu de tout. Et c'est pas, même les cimetières sont plus propres que cet endroit. Vraiment sans. Si j'ai pas vécu un quart d'heure, 20 minutes dans cet endroit, je n'aurais pas pu croire que vraiment ça existe un endroit aussi sale, aussi désorganisé, aussi lamentable que celui-là. Donc tu lui Ben, tu es dis comme le à cette Bouddha, dame ou tu bien à sors ta fille, de ton palais et puis tu vois la misère à côté. et, et Il ne te regarde, reste plus qu'à partir pour la forêt regarde la pour suite trouver de l'origine de la l'histoire, souffrance Jacques. Donc, et la je lui voir ai de la dit, souffrance. tu appelles la fille ou bien la dame, ou bien tu vas chez elles pour leur dire si elles acceptent de déménager, je vais essayer de tout mes possibilités à leur trouver un autre endroit. C'est vrai que c'est difficile et c'est coûteux, mais euh, je vais faire tout mon possible. C'est ce qu'elle a fait. Et qu'est-ce qu'elle lui répond, la jeune fille, une jeune qui a 26 ans? Elle lui a dit non, non, on préfère rester là parce que peut-être si on déménage, les gens vont nous aider un mois, 2 mois après, et s'ils cessent de nous aider, nous serons dans l'embarras, etc., tatati, tatata, que elles ont complètement refusé de déménager. Et là, en Oui, elles discutant ont. avec cette dame, regarde, en discutant avec cette dame, ben, c'est la dame qui m'a dit, ben, du moment qu'elles ont refusé de déménager, on va leur proposer de pulvériser, au moins de pulvériser, d'amener une société spécialiste dans la pulvérisation des maisons pour Anti-cafard, oui, on- anti-souris. oui, pour au moins pulvériser, euh, pour faire quelque chose contre ces cafards qui sautent d'ici et là, c'est-à-dire, même elle peut, cette dame, dormir et elle aura, je sais pas, un rat qui va la mordre et des cafards un peu partout. Comment elles Oui, arrivent? oui, Moi, on n'a pas pu résister, nous, et rester plus que 10 minutes, alors qu'elles, elles restent et, tout le temps, et elles sont là, d'après ce qu'elles nous ont raconté, depuis 18 ans. 18 ans. oui, Donc, elle les a appelés en disant que voilà, si vous n'acceptez pas de déménager, au moins on est prêt à vous pulvériser, à payer pour pulvériser cet endroit pour qu'il ait un minimum de propreté parce que bah, ta mère, bah, si elle a ses problèmes de Parkinson, si elle a ses problèmes dus au diabète, c'est essentiellement à cause de la saleté, de l'humidité, etc., de cet état lamentable dans lequel vous oui. vivez. Et qu'est-ce qu'elle répond déjà, cette fille qui est avocat, déjà, elle va être avocat. Elle a fini ses études de droit. Elle a dit non, 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 on vit là depuis 18 ans et on y est habitué. Si quelqu'un veut nous aider, bah, il peut nous donner un peu d'argent, mais pulvériser l'endroit, ce n'est pas la peine, on est habitué et on n'y pense même pas. Et là, vraiment, je me suis rappelé de ce que disait et répétait Dr. Jacqueline dans toutes ses leçons que très souvent, on préfère une souffrance qu'on connaît à un bonheur qu'on ne connaît pas. Ces deux dames ont préféré continuer à vivre dans la saleté, dans un endroit dégueulasse, au lieu de déménager, et bien au lieu même de pulvériser cet endroit. Vraiment, c'était un exemple frappant, mais assez parlant de ce qu'on répète dans cette série de leçons. Voilà. Et il y Qu'est-ce a que tu en l'expérience penses? de Seligman, un spécialiste du bonheur. Je la raconte de temps en temps, mais elle reste fondamentale parce que c'est un peu notre condition humaine. Il y a un chien qui est dans une boîte avec le sol métallique et on lui envoie des petits chocs électriques.
pas trop fort, mais enfin quand même désagréable. Donc il cherche à se sauter hors de la boîte, mais il y a une vitre transparente au-dessus, donc il se cogne 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et après, il essaie plus de sortir, sauf qu'on retire tout doucement la vitre transparente, et donc il n'y a plus de vitre au-dessus de lui. Il pourrait sauter et sortir, mais comme il s'est conditionné à la souffrance, il essaie plus de sortir. Et souvent, j'ai lu Voilà, et par donc, exemple, c'est cher Kabir, que il a donné l'exemple du perroquet que quand on lui ouvre la porte de sa cage, elle le referme et elle reste dans la cage. oui, elle a ses petites habitudes, oui, oui, oui. Oui, c'est intéressant. C'est vraiment, vraiment bizarre, c'est étonnant que on, surtout qu'on a vraiment voulu sincèrement aider cette famille, et elle a refusé. Donnez-nous de l'argent et on se démerde dans Oui, cette, oui, oui. cette saleté. Mais pas question ni de déménager, ni même de pulvériser cet endroit. Bref, Oui. Peut-être si elle a un salaire d'avocat qui tombe régulièrement, ils vont avoir leur propre argent, ils vont faire quelque chose. C'est sûr, quand on n'a pas d'avance, on a peur de faire des choses, mais s'il y a un salaire qui tombe régulièrement, on peut progresser. je sais pas quoi te Oui. dire, mais cet effet de devoir insister à y rester et dans le même état lamentable, c'est quand même euh, étonnant. Oui, en yoga, on appelle ça le tamas. Et c'est une inertie, mais en même temps, ça a des bons côtés parce que si on est dans une pratique spirituelle et qu'on veut pas la changer, là on progresse. Donc il y a un bon tamas. Mais là c'est un mauvais tamas parce que c'est des choses extérieures, voilà. Mais peut y avoir un bon tamas, c'est-à-dire l'habitude. Par exemple, si on a l'habitude de méditer 1 heure par jour, on le fait parce qu'on n'a pas envie de changer. Ça c'est bien. Tu peux hausser un peu la voix, Jacques, s'il te plaît, et euh, on veut D'accord, tout hausser. alors, je vais peut-être mettre alors, donc, Et Jacques, je reviens à ce que tu as dit à l'ensemble de tes interventions, de tes réponses la dernière fois, en te posant quelques questions sur tes réponses. Déjà, par exemple, tu as dit que lutter contre les inflammations et que c'est euh, sport, etc., que les inflammations, en quelque sorte, sont la porte de toutes les maladies. Et alors c'est comment la peur de beaucoup de maladies. hein? Oui, c'est la peur de beaucoup de maladies. Et donc, je peux expliquer brièvement pourquoi. Parce qu'il y a 40% des morts qui sont dues à des causes cardiovasculaires et 40% au cancer. Et dans les deux cas, l'inflammation est importante. Dans le cancer, par exemple, quand les artères sont enflammées, ils grossissent, donc il y a plus de sucre qui arrive dans le début de tumeur. Et donc la tumeur se développe beaucoup plus vite. Et les veines sont enflammées, donc elles sont plus grosses. Et les cellules métastatiques peuvent partir au loin beaucoup plus vite aussi. Voilà, donc il y a ce travail d'inflammation qui favorise le cancer des deux côtés, du côté des veines, du côté des artères. Et puis pour les maladies cardiovasculaires, donc l'inflammation craquelle la paroi intérieure des artères, ce qu'on appelle l'endothélium, et c'est à partir de là que le cholestérol vient se déposer et fait l'athérosclérose. Mais s'il n'y avait pas d'inflammation, il n'y aurait pas de craquelure et il n'y aurait pas de plaque d'athéromatose. Voilà, donc les bons cardiologues, ils cherchent vraiment à lutter sur l'inflammation parce que c'est le début des problèmes. Même au niveau du cœur. Même au niveau du système cardiovasculaire, oui, l'inflammation est Et ces le début inflammations, on de ne gros se problèmes. rend pas compte, Jacques? Ben oui, c'est souvent à bas bruit et ça peut venir de la porosité intestinale. Quand l'intestin est poreux, il y a des protéines en particulier qui ne devraient pas être dans le sang qui sont là. Du coup,
le système immunitaire réagit contre et ça donne une inflammation chronique. En gros, c'est ça. Et donc, si on corrige la porosité intestinale, si on évite les aliments qui favorisent la porosité intestinale, par exemple les lectines, à ce moment-là, ça va bien mieux. Quel genre d'aliments, à part le lectine, faut éviter? Ben, écoute, la porosité intestinale, c'est quand même beaucoup ça. Et dans le blé et dans les laitages, il y a beaucoup de lectine. Et donc, la plupart des gens qui ont un régime soi-disant normal, ils avalent pas mal de lectine tous les jours. Donc, ils ont cette porosité intestinale. Mhm. Ok. Alors, si on prend du lait de chèvre, il y a moins d'IGF-1, d'hormones de croissance, donc ça favorise moins les cancers que le lait de vache, que le veau est un grand bébé et donc il croît très vite. Et l'IGF-1 de vache, insuline, grosse facteur numéro un de la vache, fait grandir les cellules très vite. Et s'il y a un début de cancer, ça fera grandir la tumeur très vite. Mhm. Donc, voilà, mieux vaut prendre des petits animaux comme brebis ou alors chèvre, ou alors pas de laitage du tout et bien calculer ses protéines de végétales pour réussir à avoir suffisamment de protéines. Si on est vegan, j'ai regardé justement pendant ma retraite parce que voilà, j'essayais d'être vegan, enfin je l'ai été la plupart du temps, et donc il faut 3 grands bols de lentilles cuites par jour pour avoir 100 grammes de protéines, ce qui est bien. Voilà, hein. On pourrait aller avec 60 grammes, mais 100 grammes, c'est mieux. Et les protéines sont indispensables à l'immunité. Donc, si on a une carence de protéines, on aura une carence d'immunité, ce qui aussi favorisera le cancer. Mhm. Alors après, il y a aussi quelque chose qui est un peu sujet à discussion, mais c'est intéressant, c'est une affaire à suivre. C'est les récepteurs TOR. Hein, c'est des récepteurs, quand ils sont stimulés, la cellule se développe plus vite. Et donc, s'il y a un début de cancer, ça favorisera le cancer. Et ce qui stimule ces protéines TOR, c'est certains acides aminés qui sont surtout dans les protéines animales. Donc, voilà, on dit que les acides aminés, c'est indispensable, c'est intéressant, tout ça. Mais la nutrition, c'est un peu compliqué. Ça fait du bien d'un côté et ça peut faire du mal de l'autre. Voilà, donc alors j'en ai parlé avec mon oncologue, hein, et il m'a dit effectivement, on a essayé de chercher des médicaments qui stoppaient ces récepteurs TOR, mais pour l'instant, il n'y avait pas d'efficacité clinique contre le cancer. Mais c'est une recherche et donc sans doute un jour ils vont trouver la bonne manière de faire pour bloquer ces récepteurs TOR et bloquer la reproduction des cellules cancéreuses. Ok. Jacques, tu as parlé aussi autrefois de ceux qui remontent dans le passé, ils réussissent moins à être dans le présent. Voilà ce que tu as dit. Ma question, donc, Oui. mais souvent, on soigne nos blessures en y revenant, non? Oui, c'est ça, oui, il y a les blessures du passé, les traumas. Et donc la question, c'est de savoir quoi faire. Et pour ça, la jeune génération, elle est très bien. Elle confirme des choses que je pensais depuis le début. Trop parler de ces traumas passés, ça peut être retraumatisant. On emploie ce mot retraumatisation, c'est-à-dire on cherche à revivre le trauma, mais finalement on s'intoxique. On a un système qui peut digérer les traumas, mais il n'y a pas pour ça, forcément, besoin de les faire revenir de force. C'est un peu comme l'acide dans l'estomac. L'acide dans l'estomac, c'est très utile parce que ça aide à la digestion. Mais si on fait remonter l'acide, ça va brûler le bas œsophage et ce sera pas bon. Voilà, donc la psychothérapie du XXe siècle, à vouloir absolument faire ressortir le trauma, c'était ambivalent, disons. Donc maintenant, on insiste, que pensait déjà Janet, de donner une stabilisation, c'est-à-dire développer le système parasympathique par la relaxation directe, par du yoga direct, par toutes sortes de techniques très simples, mais faites régulièrement. Et à ce moment-là, on stabilise le corps et l'esprit du patient. Et
cette stabilisation peut souvent suffire à ce que ça aille beaucoup mieux. Hein, donc le dogme qui disait il faut absolument faire remonter le trauma, si on le fait pas remonter, il va ressortir sous une autre forme. Il y avait un peu de vrai, mais au fait beaucoup moins qu'on ne pensait. Et c'était aussi une manière pour les psychanalystes qui sont pas mal là-dedans d'assurer leur business à vie, tu vois, parce que se dit, voilà, vous avez plein de traumas, va falloir faire des années de psychanalyse pour les faire remonter. Et C'était Jacques, aussi une opération business, hein, pour fidéliser les clients. Il faut le Jacques, ce dire, qui hein. est étonnant, c'est que Janet et Freud, tous les deux étaient disciples de Charcot. L'un a travaillé, qui est Janet, sur les traumas, alors que Freud a complètement, en quelque sorte, s'est désintéressé ou bien il n'a pas vu un intérêt d'y travailler. Et aujourd'hui, on reprend pour voir que qui était probablement qui avait raison et on voit que on réinterprète un petit peu Janet et qui a été pendant des années, des dizaines d'années, un peu écarté et, par, et un peu oublié même. Oui, par rapport à Freud, oui, oui. Et alors, j'ai connu un certain Bernard Meyer qui a beaucoup travaillé là-dessus, et avec Françoise Pascalin. Ils ont fait l'Institut d'études somatopsychiques, c'est-à-dire on part du corps et on va vers l'esprit, plutôt que passer par la parole qui descend de l'esprit, éventuellement vers le corps dans les bons cas. Mais là, on part directement du corps et on remonte vers l'esprit, et on est tout à fait dans ce que dit Bouddha Ghosa dans son commentaire, là, son grand commentaire, la voie de la purification. La voie du Bouddha, c'est de revenir au corps quand il y a un nœud psychique, de trouver le nœud corporel. Et si on le trouve pas, il dit on insiste et on finira par le trouver. Et quand on le trouve, on peut le dénouer au niveau du corps. Et à ce moment-là, le psychisme se dénoue parce qu'on est à la racine du problème. Jacques, qu'est-ce qu'il veut dire Donc par c'est on Bouddha Ghosa. insiste? Ghosa, en pali, ça veut dire la voie. Donc, voie du Bouddha, il mérite ça parce que il a fait une grande synthèse de l'enseignement du Bouddha au IVe siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire 900 ans après le Bouddha. Oui, mais quand il dit si on ne trouve pas, on insiste, qu'est-ce qu'il veut dire par insister? Ben, c'est le style Vipassana. Hein, on a plein de distractions. Des fois, on sent clairement la racine corporelle de la distraction. Des fois, non. Donc, si on le sent pas, on le cherche et on le trouve. Faut insister. Et il dit, c'est une méthode, hein, c'est la méthode du Bouddha, de chercher les racines corporelles. Euh, bon, je vais pas me répéter, mais cette strophe de Ananda est très belle. Je le redis pour ceux qui la connaissent pas. On a demandé à Ananda, le cousin secrétaire du Bouddha, de résumer tout l'enseignement du Bouddha en une strophe après sa mort. Donc c'était un défi, tout l'enseignement du Bouddha en une strophe. Et il a dit, l'ami est mort, c'est-à-dire Sariputra venait de mourir, le maître s'en est allé, le Bouddha venait de partir, et tout ce qui ne reste maintenant comme ami et maître, c'est l'attention tournée vers le corps. Donc ça donne une bonne base de travail pendant toute sa vie. Donc, Et Vijayandhara, il le disait très clairement. Et quand les gens lui disaient on est perturbé par les émotions, il disait revenez au corps. Et il dit que c'est pas si j'ai simplement bien le compris, Vipassana, dans le Vedanta, on revient au corps aussi beaucoup malgré les apparences. Parce que donc, dans le Vedanta, on dit je ne suis pas ce corps, je suis, euh, je suis cela. Donc, donc, et c'est revenir au corps. Alors là, j'ai un petit problème de batterie parce que je suis revenu juste là. Euh, Tu peux donner quelques explications et j'en ai pour 2 minutes. Je vais aller changer euh, mon, oui, donc, mon raccord. on va attendre, peut-être on va déjà poser. Parce qu'il a toujours la tête baissée. Oui, bah, c'est c'est ce que je lui demande. Je lui, chaque fois, je lui répète cette chose, mais apparemment, et c'est sa manière de parler, et c'est vrai que, bah, parce qu'il y a des Parce gens que, qui me disent ça et qui m'écrivent, oui, on n'arrive pas à le comprendre, surtout des arabophones qui ont la langue française comme deuxième langue, bah,
Oui. qu'ils ne réussissent pas à comprendre tout à fait. Parce que En si on effet, n'entend pas parfaitement au Zoom, on lit sur les lèvres. hein. Ouais, voilà, tout à fait. Et ben, vous me faites des signes si vous voyez que je baisse la tête, vous me faites des grands signes. J'y penserai comme ça. Alors, tu es prêt maintenant à C'est continuer? bon. Ouais, ouais, c'est bon, j'ai corrigé le truc, j'ai mis une nouvelle rallonge. Ça marche. Ok, ok. Donc, tu as dit aussi autrefois, et j'ai bien noté une phrase assez intéressante quand tu as dit l'ego travaille dans l'obscurité. Donc, et ma question, donc l'ego, il tisse beaucoup de complots et à l'intérieur de nous-mêmes, peut-être contre nous-mêmes, pour garantir sa survie. C'est ça, hein, en particulier, il évite d'être dans le présent parce que le présent et l'ego, c'est incompatible. Si on est dans le présent, là, on peut changer l'ego, mais si on est dans le passé ou dans le futur, l'ego tourne comme un disque rayé. Et il y a cette histoire hein, de Ramdas, elle est très jolie. Je m'excuse pour les gens qui viennent régulièrement parce qu'ils l'ont entendu, mais c'est vraiment la bonne réponse à cette question. C'est un voleur qui venait dans les mariages. Vous savez que dans les mariages indiens, les belles familles se connaissent pas, hein. C'est un contrat, ça se fait par le journal. Souvent, les belles familles ne se connaissent pas du tout. Et alors, il venait, il mangeait bien, et il s'empiffrait au buffet. Et puis quand on lui demandait, mais vous, d'où vous venez? Il répondait, je suis de la belle famille. Et donc, comme ça, il pouvait bien manger. Et à un moment, les deux beaux-pères, quand même, ont eu des doutes, et ils se sont dit, est-ce que vous le connaissez, celui-là? Et alors, l'autre a dit non, il n'est pas de mes amis. Et l'autre a dit aussi non. Du coup, ils se sont avancés vers le voleur. Et le voleur, il a vu qu'il était coincé parce que les deux beaux-pères le regardaient. Il a compris qu'il était découvert et il a disparu derrière les tentes. Il s'est enfui dans la nuit. Voilà, donc il faut bien aligner sa conscience et pour voir cet égo voleur. Et à ce moment-là, on peut le démasquer et il disparaît. Oui, Hein, et il n'a pas Jacques, d'existence. Et il n'a pas d'existence absolue, l'ego. C'est juste un tourbillon dans le soi. S'il n'y a plus de tourbillon, il n'y a plus d'ego. Il n'y a plus que le soi. d'accord, Jacques, et ma question là, si l'ego évite d'être dans le présent, comment peut-on faire pour l'amener au présent? Oui, eh bien ça, c'est la méditation de base, hein, euh, revenir au présent, ici et maintenant, contient l'éternité. Et donc, pour beaucoup de gens, c'est à travers la conscience du souffle, mais ça peut être aussi euh, une façon de voir non-duel. J'aime beaucoup cette phrase du Dzogchen. C'est une phrase de Garab Rinpoché, le fondateur traditionnel du Dzogchen. C'est Norbu Namkhai qui la cite dans son livre Le cristal et la voie de lumière. Donc, Garab Rinpoché disait quelque chose de très simple. Il disait pensée, présence, non pensée, même présence. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on a une pensée, on bute Tu peux dessus. C'est un répondre peu comme et quand tu on se peux cogne. reprendre, s'il te plaît. Penser quoi? Pensée, présence, non pensée, même présence. Oui, oui, et comment Donc, tu expliques ça? euh, pardon? Comment tu expliques ça? Pensée, présence et non Oui, pensée? c'est ça. Donc, la pensée induit une présence. Bon, c'est assez clair parce que quand on pense à un problème, eh bien, il devient présent en nous. Et du coup, c'est un peu comme quand on bute sur une pierre, tout d'un coup, on se rappelle qu'on est en train de marcher sur un chemin et qu'il y a des obstacles et qu'on peut buter sur une pierre. Donc, ça nous ramène au présent. Parce qu'une pensée, on pense à un problème, hein, à quelque chose qui est devant nous. Voilà. Et problème, objet, et c'est ce qui est devant nous.
Et récemment, j'ai rajouté à problème et objet et obsession, oppression. Hein, qu'est-ce que c'est qu'une oppression? C'est une pression hop devant nous. Et donc, si donc c'est une forme de pensée, l'oppression, hein. On est anxieux à propos de quelque chose, on est oppressé par une pensée qui nous rend anxieux. Et donc, cette oppression, c'est aussi devant nous. Et donc, l'idée de non-pensée, même présence, c'est que quand on dépasse l'objet d'anxiété qui est devant nous et qu'on sent l'espace entier dans les six directions, non plus simplement vers l'avant, mais sur les côtés, à l'arrière, en haut et en bas, à ce moment-là, on a une présence qui est aussi intense que la présence quand on vient de se buter sur quelque chose, mais avec les six directions, c'est-à-dire une présence sans objet. Et donc, au début, une présence sans objet, ça paraît du chinois pour les méditants habituels. Mais quand on comprend que la présence avec objet, c'est quand on fait une fixation devant soi, et que la présence sans objet, c'est qu'on sent toutes les directions de l'espace, déjà dans le corps, c'est-à-dire on sent la peau dans toutes les directions de l'espace. À ce moment-là, on arrive à la pensée sans objet avec autant d'intensité que si on venait de se cogner sur une pierre. Et donc, c'est non-pensée, même présence. J'ai travaillé là-dessus pendant ma retraite et c'est très productif. Donc, n'hésitez pas à prendre ça comme mantra. Je vous donnais les explications de base et ça fait longtemps que je tourne autour de ça. Je me souviens, j'avais déjà fait des retraites il y a 10 ans où je tournais autour de ça. Même quand j'étais adolescent, j'avais fait je prenais un carnet de notes pour essayer de comprendre ce qui se passait dans ma tête. Et donc, j'avais distingué pensée conique et pensée sphérique. La pensée conique, c'est quand on se bute sur une pierre, il y a un objet d'obsession, un objet d'oppression. Notre anxiété se cristallise sur quelque chose qui est devant nous. Et pour se libérer de ça, on étend cette présence, on la dénie pas, mais on l'étend à toutes les directions. Et à ce moment-là, c'est non pensée, même présente. Hein, donc on Jacques, s'il te réussit plaît, tu à peux avoir une hausser la sensation tête et intense. parler. Jacques, là, on Oui, oui, m'écrit. oui, Tu peux hausser la oui, tête oui. et parler un peu plus lentement. Les gens n'arrivent pas à te suivre. D'accord. Oui. Tu Donc parles non trop vite, pensée, on ne te comprend plus. oui. Non pensée, même présence. Non penser quoi? Non pensée, même présence. Le fait de ne pas penser, ça peut stimuler la présence aussi. Alors que d'habitude, chez les gens ordinaires, c'est la pensée qui stimule la présence, parce qu'une pensée, c'est à propos d'un obstacle, d'une difficulté, donc on se concentre dessus et on est présent. Mais ça veut dire qu'on est présent de façon conique, centré sur un objet d'anxiété ou d'oppression, et on apprend à être présent de façon sphérique dans toutes les directions. Donc c'est non pensée, même présence. Avec la même intensité, on vit l'espace avec la même intensité qu'on vivrait et qu'on vivrait un obstacle bien concret qui nous ennuie, qui Et, nous et angoisse. Jacques, quand tu dis que l'ego peut tisser donc des complots contre nous-mêmes, comme quoi? Comment? Est-ce que tu peux donner des Oui, exemples? ben, parce que il nous trompe, hein, et donc on revient à cette parole zen fondamentale. Méditer, c'est étudier l'ego. Étudier l'ego, c'est l'abandonner. Hein, des fois, dans certaines méthodes de psychologie, par exemple l'énéagramme, on a des sous-personnalités. Et donc, il y a une sous-personnalité importante, c'est l'arnaqueur. Voilà, et donc l'ego, c'est typiquement l'arnaqueur. Et il nous fait croire des choses qui sont pas réelles, qu'on est très intelligent, que les autres sont nuls, qu'on va conquérir le monde, toutes sortes de délires. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler, c'est ça qu'il faut abandonner, parce que c'est toujours aussi bête. Mhm. Aussi, autrefois, Jacques, tu as parlé et, en citant une certaine sagesse, disons, tibétaine, qui dit transformer le poison en remède. Et là, j'ai vu que ça correspond tout à Oui, fait avec ce que disait Jalaluddin Rumi, qui il disait trouver l'antidote dans le poison.
mais Oui, pratiquement, oui, oui. Parce que il y a dans les réactions, dans les émotions perturbatrices, il y a une énergie. Par exemple, dans la colère, l'énergie, c'est la clarification. Et donc, si on sait bien utiliser la colère, ça peut aider à clarifier les choses. Hein. Quand on est en colère contre quelqu'un, on lui dit ce qu'on pense. Et si c'est bien mené, ça peut avoir un certain intérêt. Le Dalai Lama le dit aussi, si on a une colère qui est inspirée par la compassion, ça va. Hein, c'est-à-dire, on clarifie un problème avec quelqu'un et le fait de clarifier, ça aide à trouver des solutions au problème, mais on tombe pas dans la haine. Hein. Ce qu'il y a de mauvais, c'est la haine. Et c'est vrai que pour la plupart des gens, colère et haine sont complètement liés, mais on apprend à disséquer nos sentiments et à séparer un mouvement de colère avec la haine. Le mouvement de colère, ça peut être très éphémère et juste une réaction, alors que la haine, ça dure. Hein, le Bouddha, j'ai travaillé là-dessus justement dans l'avion. Il y a un très bon livre, La gestion de la colère par le bouddhisme. Euh, et donc, c'est c'est important de travailler là-dessus. Voilà, et donc, l'ignorance, c'est un défaut, hein, c'est le plus grand des défauts, mais en même temps, ça peut nous relier à la base de tout, une base tranquille de tout. Et c'est vrai que quand on est en méditation profonde, on a le droit de dire qu'on se fout de tout. Hein, c'est une manière de méditer. Mais après, bon, on fait un autre type de méditation qui est altruiste, où là, on est très attentif à la souffrance des autres. Mais on peut passer comme une phase de repos, c'est comme le sommeil. Hein. Le sommeil, on déconnecte et on récupère beaucoup à ce moment-là dans le sommeil profond. Et donc, il faut savoir faire ça en méditation, c'est-à-dire être dans la base de tout par l'ignorance. Et puis alors, sinon, ensuite, il y a l'avidité ou la sensualité. Ben là aussi, hein, ça peut être un grand obstacle. Voilà, si on fonctionne comme un obsédé sexuel, c'est un sérieux problème. Mais si on comprend que derrière l'impulsion sexuelle de base, il y a le désir de félicité, et que ce désir de félicité, c'est l'aspiration mystique fondamentale, à ce moment-là, on peut convertir la sensualité ou l'avidité en expérience spirituelle. Donc, pour les trois défauts fondamentaux, ils peuvent servir d'antidote, c'est ce que dit Rumi aussi. Donc, je suis content de voir qu'il disait ça. et là, il y a Mouna qui te pose une question, Jacques, et pour la colère provoquée par l'injustice. La colère provoquée par Par la justice. l'injustice, par une injustice. Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que on pense que c'est une colère juste. Alors, ce qu'il y a de juste, c'est de lutter contre l'injustice. Mais pour lutter contre l'injustice, on n'a pas besoin d'être en colère. Ou alors tout au début, pour faire une sorte de petite réaction. Mais après, il faut continuer sans colère. Si on lutte contre l'injustice avec colère, on tombe dans les oscillations de la politique, on fait une révolution parce qu'il y avait l'injustice et les révolutionnaires tuent plein de monde et sont pires que les premiers dictateurs. Voilà, donc il faut comprendre que si on lutte contre une injustice avec colère, ça marchera pas bien à, à, à long terme. Et donc, il faut trouver d'autres motivations que la colère pour lutter contre l'injustice. Bien sûr, il faut lutter contre l'injustice. Et Swami Vivekananda l'avait bien vu. Et il disait, il faut se méfier de toutes les colères, surtout de celles qui paraissent justes. Hein, et c'est la paranoïa. Un paranoïaque, il est tout le temps en colère. Et toute sa construction paranoïaque, c'est de dire, j'ai raison d'être en colère. C'est les autres qui complotent contre moi. Il faut que je me défende. Et donc, toute la paranoïa, c'est une justification de la colère. Et comme ils justifient leur colère, ils peuvent pas s'en sortir. Ça s'aggrave et la personnalité paranoïaque devient un délire paranoïaque. C'est un processus qui est bien étudié. Lacan avait fait sa thèse de psychiatrie là-dessus. Et donc, il y a une continuité entre la personnalité paranoïaque et le délire paranoïaque. Hein. L'ego est à la base paranoïaque. Hein. Il pense toujours que c'est les autres contre soi, que lui, il est blanc, il est pur, que les autres sont noirs, sont méchants, sont comploteurs.
Et donc, l'ego est paranoïaque et il faut travailler là-dessus pour Et défaire à la fois la paranoïa et l'ego. Jacques, tu as pris l'exemple de la peur, de la colère. Et prenons la peur comme exemple. Comment trouver l'antidote dans la peur elle-même? Oui, ben revenir au soi qui est être conscience bonheur. Donc au début c'est que des mots, mais en pratiquant ça devient une réalité. Hein, donc ça c'est très important. Revenir au soi et puis revenir à la non-dualité. Dans la Taittiriya Upanishad, dans le second Vali, il y a une phrase très connue. Au début, il y avait le un, donc sous-entendu être conscience félicité. Puis une faille est venue dans cette unité, et à partir de là, la peur a été produite. Donc c'est la faille de la dualité qui La peur a fondamentalement été quoi? nous met dans... La peur a été produite, Produite. Ah. oui, fabriquée. Donc, cette peur est fabriquée à partir de un ou bien à partir de la dualité. À partir du 2, c'est cette faille qui crée la peur. Et donc, il faut ressouder et revenir à l'unité. Parce que la faille, c'est moi contre les autres. Et donc, ça, c'est le début de la peur, mais aussi de la paranoïa. Et Swami Vijayadaya, il disait, même les animaux dans la nature, ils ont une bonne dose de paranoïa. Parce que dès qu'il y a un craquement de branches tout près, ils pensent qu'il y a un tir qui va les attaquer. Et donc, c'est utile dans l'évolution parce qu'effectivement, dans la forêt primitive, les tigres attaquent, mais dans la vie courante, ça devient une paranoïa. Oui, mais quand tu dis revenir à l'unité, pratiquement, c'est comment? Euh, Revenir à l'unité, bah, c'est beaucoup une détente. Hein. Il y a une tension moi contre les autres, et on sourit, on monte au degré en dessous, et là, il y a l'unité. Hein. C'est le sentiment de l'ego qui crée la tension de base, et quand on dépasse l'ego, on voit l'autre comme soi-même, et ça aide beaucoup à dépasser la paranoïa. Hein, donc, dans les, chez les bouddhistes tibétains, ils insistent beaucoup pour dépasser la paranoïa sur tous les êtres cherchent le bonheur comme moi. Et donc, évidemment, si on a des ennemis qui vous embêtent, ils cherchent leur bonheur de façon erronée, mais quand même reconnaître qu'ils cherchent le bonheur. Hein, voilà, politiquement, c'est quelqu'un a une idéologie politique qui pense que si son idéologie remporte le triomphe sur les idéologies opposées, ce sera le paradis sur terre, le grand soir, comme disaient les marxistes. Et ils ont tué des millions de gens à cause de Ok. cette croyance dans le Ah, grand soir. Jacques, un peu plus Oui, lentement et hausse ta voix, s'il te plaît. Ça, c'est la énième fois oui, que tu te ils répètes ça. ont, euh, ils ont cette, Même moi, je euh, n'arrive plus à te comprendre ni à te suivre. oui, ils ont cette paranoïa qui est dépassée euh, grâce à la méditation sur la non-dualité. C'est plus moi contre les autres, mais c'est moi avec les autres. OK. Jacques, aussi, autrefois, tu as parlé d'équilibrer les paires d'opposés. Ma question à Oui, l'intérieur de nous, ben, comment peut-on équilibrer les paires d'opposés? Surtout que, par exemple, dans l'IFS, Interfamily System, Schwartz, il parle d'une tribu de parts qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Ce sont des parts qui souvent qui se contredisent ou bien. oui, c'est ça. Donc, dans l'Eternal Family System, si j'ai bien compris, Anne-Sophie, il s'agit de voir qu'une part problématique a quand même un bon côté. Hein, par exemple, la colère, c'est on cherche une protection. L'avidité, on cherche une félicité. L'ignorance, on cherche un calme. Donc, si déjà on reconnaît la part utile de l'émotion perturbatrice, on dépasse l'opposition. Et Vijayanda le disait. Il disait en méditation, faut pas faire de contre-force. Parce que si, par exemple, on pense que parce qu'on a une pensée sensuelle, c'est le démon qui vous possède, à ce moment-là, ça deviendra une grande bagarre intérieure et on restera constamment à s'épuiser.
dans la dualité. Donc comprendre que derrière les émotions perturbatrices, il y a quelque chose de positif, savoir l'accepter et travailler avec. Sinon, il y a une seconde chose fondamentale à comprendre, c'est que la non-dualité, c'est pas le chaud plus le froid égale le tiède, c'est de dépasser complètement la, la notion de chaud et de froid. C'est-à-dire, on n'est pas dans le tiède, mais on est au-delà du chaud et du froid. Donc, ça paraît des mots, mais si on travaille là-dessus de façon consistante, on progresse. Et le Bouddha disait une phrase clé, et j'y reviens souvent, et je la dis souvent dans mes cours, et quand on lit les textes bouddhistes, les écrivains bouddhistes qui ont un peu de profondeur, ils y reviennent aussi souvent. Euh, en se protégeant soi-même, on protège les autres. En protégeant les autres, on se protège soi-même. Donc, ça veut dire que si on se protège soi-même par la méditation, on deviendra bienveillant, on deviendra équilibré. Cette bienveillance et cet équilibre rayonnera autour de nous naturellement, et les autres seront protégés, aimeront venir nous voir et aimeront être influencés par nous. Et Jacques, Et pour quand protéger les autres, Vijayanaga dit et parle oui, qu'en méditation, pas de contre-force, c'est-à-dire il ne faut pas résister, il ne faut pas attaquer. Qu'est-ce que... oui, oui, c'est ça. Donc, il y a une phrase de Tenzin Palmo, Don't resist, but rest. Hein, c'est une allitération en anglais et elle est très bien. Donc, ne résistez pas, mais Donc, reposez-vous. Et ça, c'est la base du Dzogchen, de Don't resist, but rest. ne résistez pas, tu répètes, ne Ne résistez résistez pas, mais reposez-vous. quoi? Reposer? Don't resist, but rest. Ok. Donc, Oui, donc maintenant, ne résistez pas, mais reposez-vous. hmm. Donc, on ne résiste Ne pas résistez pas, mais contre quoi? reposez-vous. Ben, contre ce qu'il y a en nous, hein, en général, quand on a une sorte de conception dualiste de la morale, si on a une pensée méchante, on veut l'éliminer, ce qui est bien, hein, c'est un premier stade, mais il faut le faire intelligemment. Voilà, et donc il y a un moment, il faut accepter que notre mental de base, nos émotions perturbatrices de base, ils ont une fonction de protection. On les accepte et on reconnaît leur aspect pour nous protéger. Et donc, ça devient une énergie qui nous aide à la place de nous épuiser. Hmm. Car c'est important. Ça revient à transformer les poisons en remèdes. Ok. Alors, les Tibétains qui aiment y rentrer dans le détail, ils ont les cinq Gyani Bouddha. Et donc, chaque Gyani Bouddha a un poison qui lui correspond et un remède qui lui correspond. Alors, j'ai pas tous les détails, mais je vous ai dit quand même les principaux. Hein, le poison de l'ignorance, ça peut être le remède du repos complet. Le poison de l'avidité sensuelle, ça peut être la félicité spirituelle, le remède de la félicité spirituelle. Et le poison de la colère, ça peut être la clarification. D'ailleurs, récemment, je me suis aperçu que colère et clarté, c'était la même racine consonantique. Et vous savez, en hébreu et en arabe, ce sont les consonnes qui servent pour faire une racine. Et donc, je ne pense pas que les étymologistes indo-européens pensent que colère et clarté ont la même racine, mais quand même, c'est les mêmes groupes de trois consonnes principales. Et donc, ça, c'est une manière un clin d'œil de la langue française pour transformer le poison en remède, le poison de la colère en remède de la clarté. On reste dans le CLR. Mhm. Aussi, autrefois, tu as parlé, Jacques, de méditation multisensorielle et en disant associer son et image et sensation corporelle. Donc, trois choses. Son, S-O-N, image Oui, et sensation corporelle. Les trois dans oui. le même exercice. Comment associer ces trois par imagination, c'est-à-dire, ma question? Ben, c'est simple, il faut se fabriquer un kriya.
Et Tenzin Palmo a fait ça beaucoup quand elle était dans sa grotte. Son maître lui avait demandé de faire des kriyas avec des divinités et des bodhisattvas du bouddhisme tibétain. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un kriya? C'est un mantra de la divinité, la visualisation de la divinité et sentir qu'on devient la divinité. Donc, on a le visuel, l'auditif et le synesthésique. Synesthésique, ça veut dire les sensations. Quand on a les trois ensemble, j'explique souvent que c'est comme un tabouret à trois pieds, ça devient stable. Mais si c'est qu'un pied ou deux pieds, ce sera pas stable. Hmm. Alors Jacques, tu bon, as, c'est une remise en question des gens qui pratiquent que le mantra, mais en général, dans les voies de la bhakti, c'est pas que le mantra, il y a une visualisation du divin très précise, et quand on visualise très précisément le divin, on le sent, hein, on le sent, on peut pas on le visualiser très précisément quelque chose visualise sans le comment, sentir. dans l'image d'un maître, par exemple, comment on le visualise, le divin? Ben, le divin, oui, c'est ça, dans l'image d'un maître, dans l'image d'un bodhisattva, et ces visualisations, elles sont pas au hasard, elles ont été faites par des grands maîtres qui nous ont donné ça comme un véhicule pour nous transmettre leur expérience, donc faut les prendre au sérieux et essayer de les respecter exactement, de jouer le jeu, et à ce moment-là, on aura tous les détails ont leur importance, et quand on joue le jeu, il y a vraiment une transmission qui se fait. Ok. Jacques, aussi, tu as parlé autrefois de la maladie de Jung, excès d'énergie. C'est quoi précisément cet excès d'énergie et pourquoi c'est une maladie? Oui, ben c'est quand on fait des efforts de pratique spirituelle alors qu'on a encore beaucoup de conflits à l'intérieur, ces efforts intensifient le conflit intérieur. Hein, c'est un peu comme quand on tire une chaîne avec un maillon faible, la chaîne va lâcher au moment, à l'endroit du maillon faible. Et donc, lâcher, ça veut dire une crise de dépression, de folie, une excitation incontrôlable. C'est ce genre d'événements désagréables qui peuvent arriver. C'est tout simplement ça, l'excès d'énergie. Donc, et comment et l'éviter, éviter cet excès? Oui, éviter. Donc, il faut purifier son mental et s'unir à sa pratique. Hein, beaucoup de gens, Hein? beaucoup de gens sont dans l'opposition. Hein, ils font une pratique, mais ils ont des critiques sur leur pratique en disant, je ferais mieux de faire autre chose. C'est très fréquent avec l'Internet. On trouve une pratique qui nous plaît pendant 10 minutes sur l'Internet, puis après on en a assez, on zappe pour une autre pratique. Et ça, c'est pas bon parce que on se disperse. Donc, s'unir à sa pratique, la faire longtemps, c'est pour ça que quand la pratique vient d'un maître dans lequel on a une confiance importante, ça aide considérablement, parce qu'on n'a pas de doute. Il m'a dit de faire ça, je le fais. Et à ce moment-là, il se passe plein de choses. OK. Tu as dit aussi autrefois, Jacques, que le doute peut être un grand obstacle. Finalement, bah, et je suis complètement d'accord. Le doute, souvent, il est plus qu'enquiquinant, il est tellement, disons, ça nous rend anxieux et même ça Oui, c'est une nous... forme de cancer, le doute. C'est-à-dire toute l'énergie qui pourrait être utilisée pour progresser dans la sadhana, elle est retournée contre soi-même, ou une maladie auto-immune, le doute, on pourrait dire, parce que l'énergie qui devrait être constructive et protectrice se retourne contre nous-mêmes et nous détruit. Donc, que faire dans ce cas? Bien, ben, c'est important de lire, hein, parce que quand on lit de façon ouverte, on voit que voilà, il y a différents courants euh, de spiritualité qui reviennent aux mêmes choses, et donc ça nous aide. Hein, alors il y a des gens qui, quand ils lisent beaucoup, sont perdus. C'est vrai qu'il y a une limite à lire, hein, donc il y a un moment où il faut choisir sa voie, mais ça peut être bien quand même de voir que même sur des choses subtiles, les voies se retrouvent. Par exemple, on parlait de transformer les poisons en remèdes. Rumi le dit aussi. Donc, quand on s'observe de façon objective,
on retrouve les mêmes lois. Voilà, avec des traditions différentes. Mais bon, dans l'ensemble, c'est mieux de rester à la même tradition parce que il y a des équilibres qui se font dans chaque tradition. Jacques, quand tu dis que euh, aller à la racine de la pensée, derrière chaque pensée, il y a une racine corporelle. Donc, c'est le corps qui est à l'origine de la pensée. Normalement, on dit l'inverse. Alors, au fait, c'est les deux. Hein, on a vu ça en faisant des mesures très précises à la milliseconde. Et donc, quand on pense à faire un mouvement, il y a un événement à l'intérieur de notre cerveau qui est le premier. Et ensuite, en même temps, le mouvement commence à se faire et l'image corticale du mouvement en train de se faire apparaît dans le centre donc de la somatognosie, c'est-à-dire la conscience corporelle. Et donc, l'événement qui déclenche le mouvement, la pensée qui déclenche le mouvement, c'est profond dans le cerveau. Et l'image claire du mouvement qu'on fait, c'est secondaire, de même que le mouvement physique vient après. Voilà, et ça vient en même temps. Donc, puisque ça vient en même temps, ça veut pas dire, ça veut dire que c'est pas l'image corticale du mouvement qui déclenche le mouvement, mais c'est l'image corticale et le mouvement sont comme les enfants du même parent. Et donc, ils sont simultanés en quelque sorte ou... Ils sont simultanés, parce qu'ils sont simultanés, on en déduit qu'il y a une cause commune à l'image corticale du mouvement et au mouvement physique dans le corps. Et cette cause commune, donc elle vient quelques millisecondes avant ou quelques secondes avant le passage au mouvement et la représentation claire du mouvement avec notre cortex. et revenir aux racines corporelles d'une pensée. Parce que travailler sur le corps, c'est plus simple, plus facile que travailler sur la pensée elle-même. Oui, c'est ça. Hein, c'est plus simple, c'est plus clair. On peut, le travail sur le corps, c'est quand on voit une tension, c'est de la relaxer. Alors que le travail sur l'esprit, et c'est de maîtriser une pensée. Bon, il y a la focalisation qui est là, mais c'est très volatile, quoi. On la maîtrise, puis ça repart. Mais si on revient aux racines corporelles, on a un effet plus en profondeur. Et Jacques, quand tu as dit que la souffrance, c'est comme un caillou dans la chaussure, il faut retirer le caillou. Mais souvent, c'est beaucoup plus Oui, compliqué que ça. Souvent, elle s'accroche, cette souffrance. On n'arrive pas à la retirer. ben oui, mais la solution, c'est quand même de la voir en face. Hein, et de ne pas s'habituer à une souffrance. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, quand on marche pendant des journées entières ou des années entières ou même toute sa vie avec le même caillou dans la même chaussure, c'est un vrai problème. Donc, il y a un moment, il faut regarder sa souffrance en face et comprendre d'où elle vient, où elle va, et revenir au corps. Et à ce moment-là, peut la dissoudre dans un espace de lumière qui est au-delà du corps. Hmm. Et ma dernière question pour aujourd'hui, Jacques, tu as dit une chose qui m'a retenu l'attention en disant que souvent, il faut sauter sur la vague. Ma question, c'est-à-dire adopter, est-ce que tu veux dire par là adopter la stratégie de l'attaque à la place de celle de la défense? Oui, c'est ça, collaborer avec les forces en nous plutôt que vouloir les anéantir. Et Tenzin Palmo, elle dit qu'elle avait été en Thaïlande et qu'il y avait des gens, des touristes qui avaient des t-shirts où il y avait marqué surfer sur la vague de la vie. Et elle disait, ils ont raison. Hein, on a beaucoup de forces vitales qui nous donnent la joie de vivre, qui nous donnent le dynamisme pour vivre. Et donc, il faut savoir rester en équilibre sur la vague de cette force vitale. Et à ce moment-là, on peut avancer très vite, porté par la vague, plutôt que plonger, essayer de nager à contre-courant. Donc attaquer la vague en quelque sorte pour ne pas se retirer, ne pas... Ben oui, c'est oui, oui, être en équilibre sur le sommet de la vague. Alors comme la vague bouge, eh ben on avance Et on revient avec un effort à minimum. fait de trouver l'antidote dans le poison en quelque sorte.
Oui, c'est ça, une vague, ça peut être destructeur, mais si on sait surfer dessus, elle nous amène elle nous ramène à la côte. Elle nous ramène à notre vraie nature. Ben, je crois qu'on a Elle nous suffisamment ramène à travaillé l'élévation. aujourd'hui et on va prendre 5 minutes, pas plus, Jacques. Il est 7h38, donc à 7h43, on revient pour une méditation Très de, bien. comme d'habitude, de 30 minutes, une petite pause de 5 minutes. Merci. À tout de suite.